Bonjour et bienvenue à cette dernière conférence d'Energaia Live consacrée à l'hydrogène, avec cette fois les industriels qui vont nous rejoindre autour de la table pour parler autour du thème de cette table ronde, du déploiement industriel à la baisse des coûts, et pour faire suite à la présentation des stratégies européennes et nationales et régionales pour développer cette nouvelle filière. Nous allons voir avec les industriels comment cela se traduit pour eux en commandes, en plans et en stratégie. Pour cela, nous avons 5 personnes qui sont avec nous cet après-midi, à commencer par Pierre Lombard, qui est le directeur commercial de McPhy. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Marlène Pham, qui est vice-présidente finance de Schlumberger New Energy. Bonjour. Bonjour, madame. Jean-Christophe Auguet, qui est directeur commercial de Businova Safra. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Yann Laperche-Rito, qui est directrice Business Development de Ballard Power Systems. Bonjour, madame. Bonjour. Et enfin, Clément Chandon, qui est directeur véhicule à énergie alternative d'Iveco France. Je reprécise à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser des questions dans la boîte qui est à droite de votre écran, qui s'appelle questions. Et nos modérateurs prennent vos questions et sélectionneront celles que nous poserons tout à l'heure durant le temps d'échange à nos intervenants. Pour commencer, j'ai divisé cette table ronde en 4 grandes questions, mais qui seront déclinées selon chacun, en commençant par décrire plus précisément l'activité de chaque entreprise dans cette nouvelle filière de l'hydrogène. Quel segment de la chaîne de valeur vous vous trouvez? Et je vais commencer par vous, Pierre Lombard. Que faites-vous chez McPhy? Alors, pour ma part, bon, vous l'avez déjà cité, McPhy est une PME française, équipementier en solutions d'hydrogène, principalement d'électrolyseurs, concepteurs, fabricants d'électrolyseurs et d'équipements de distribution et de stations. On a déjà plus de 11 années d'existence au sein même de McPhy, mais on a une expertise de fond sur l'électrolyse de plus de 30 ans. Voilà, donc on a quand même un fond de plus de 30 ans sur les sujets d'électrolyse. Est-ce qu'on peut préciser quel type d'électrolyse, puisqu'après on va distinguer avec d'autres acteurs? Je ne voulais pas rentrer sur la technologie, mais effectivement, en électrolyse, à ce jour, alors on est plutôt sur des grosses tailles d'électrolyseurs industriels, bien capés pour effectivement cette révolution, cette transition énergétique à base d'hydrogène, sur des mailles plutôt du mégawattheure, donc et en multiples. Et c'est une technologie alcaline pressurisée à haute densité de courant. Donc en gros, je suis en train de vous expliquer qu'on a atteint une 3e génération de cette technologie qui, par évolution incrémentale, a permis d'arriver à une technique d'électrolyse qui a un des meilleurs TCO de robustesse et de qualité en termes de réactivité. Voilà, de TCO, voulons dire? On va dire un ensemble coût économique rapporté sur un projet long terme, comprenant le CAPEX, les investissements et tout ce qui va être après les OPEX énergétiques. On en parlera parce que c'est très important, et la partie opérateur dans son ensemble. Pour les stations, nous sommes plutôt calés sur des très grosses stations. Donc on est plutôt à déjà 37 stations installées. Je suis ravi effectivement de pouvoir... McPhy va construire les équipements pour Toulouse, donc effectivement une très grosse et belle infrastructure en Occitanie. Mais nous avons déjà construit pas mal de stations pour des bus, toujours avec des électrolyseurs, donc avec une production locale et verte. Nous avons été retenus aussi cet été pour la métropole de Dijon pour des flottes captives de bus et de distribution de bennes à ordures. Voilà, comme l'emploi est une préoccupation d'à peu près toutes les collectivités, je voulais vous demander aussi où se trouvent vos usines ou bien unités de production. Alors, nous avons 5 sites. On est une centaine de personnes réparties sur 5 sites en Europe, dont 3 en France, et 2 sites industriels comprenant tout ce qui va être un peu la fabrication, le prototypage, et aussi tout ce qui va être aussi la suite service après-vente.
Bien, Voilà. nous aurons le temps de détailler tout cela Voilà. par la suite. Marlène Pham de Schlumberger, je vais vous poser la même question. Schlumberger s'est pas encore fait un nom dans l'hydrogène car votre diversification dans la filière est récente. Depuis quand êtes-vous actif dans l'hydrogène et pour y faire quoi? Alors effectivement, donc nous sommes un nouveau venu dans la filière hydrogène. Pour introduire Schlumberger, en fait, nous nous définissons comme une société de technologie dans le domaine de l'énergie. On est pour l'instant beaucoup plus présent dans tout ce qui est activité traditionnelle en service de l'énergie fossile, mais nous avons également un gros savoir-faire dans la transition énergétique puisqu'on fait du carbone capture et de la géothermie depuis de nombreuses années. Donc on s'engage dans l'hydrogène parce qu'on a une capacité et un savoir-faire en termes d'industrialisation. Et ce qui sortait de la session précédente, un grand défi, en fait, c'est le passage à l'échelle. Donc, nous apportons notre savoir-faire en termes d'industrialisation. Et pour pénétrer cette chaîne de valeur, nous nous allions avec des acteurs de premier plan, en l'occurrence le CEA, d'autres sociétés industrielles comme Vinci ou comme Vicat, ainsi que la région, pour créer une joint venture qui sera vraiment en amont de la chaîne de valeur, pour la production d'électrolyseurs. C'est une technologie qui sera différente de celle de McPhy, mais c'est le rôle en fait que l'on se voit jouer dans cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup. On reviendra évidemment vers vous aussi tout à l'heure pour plus de détails sur ces projets. Yann et la Perche-Rito, Ballard Power System est à l'inverse une société qui a une histoire ancienne avec l'hydrogène. Quel est votre cœur de métier dans cette filière pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, bonjour. Alors oui, Ballard, et on va vous présenter Ballard Power System Europe. Mais Ballard, c'est 40 ans d'expertise dans la fabrication de piles à combustible, de cœurs de piles, de modules et de systèmes. Aujourd'hui, nous sommes 900 personnes dans le monde, mais 80 personnes en Europe. Et à ce jour, on a fabriqué, livré plus de 670 mégawatts de produits à travers le monde, ce qui représente 5,5 millions de membranes. Et quels sont les marchés, les utilisateurs, disons, que vous desservez en priorité? Tout à fait. Alors, la stratégie de Ballard, c'est la mobilité moyenne et lourde. Ça veut dire bus, camion, train, bateau, mais également une activité dans le stationnaire, puisque nous avons une gamme de produits allant de 1,5 kW pour le secours d'énergie, pour les réseaux critiques. Et également du mégawatt ou du multi-mégawatt pour le stationnaire de grosse puissance, pour le secours d'énergie ou également le réseau connecté et génération d'électricité. Vous avez parlé de bateaux, il y a déjà des bateaux à hydrogène qui circulent? Alors, bateaux hydrogène qui circulent, oui et non, ça démarre et c'est surtout à partir de l'année prochaine qu'on va voir les bateaux qui vont être sur la mer, mais nous travaillons aujourd'hui sur 6 projets bateaux. D'accord. Et pour savoir un peu où vous trouvez, dans quel type de bus est-ce qu'on trouve les piles à combustible Ballard? Alors, plusieurs acteurs en Europe, ce qui est très intéressant. Donc, nous avons Van Oel, dont Van Oel a déployé des bus à Pau, hein, les 8 bus Esquicity, 18 mètres de Pau, et puis les bus à Versailles également qui sont en service depuis l'année dernière. Ça m'offre une transition trouvée avec monsieur. Vous m'avez demandé qui, donc je vais dire Van Oel déjà hein, pour la France, mais également avec Rybus et avec Solaris, qui sont des acteurs très forts au niveau des OEM qui intègrent les modules piles à combustible de Ballard. Merci. Donc je disais, vous m'offrez une transition vers Jean-Christophe Auguet, qui est lui-même producteur de bus à hydrogène. Vous êtes quasiment au bout de la chaîne puisque vous produisez des véhicules. Quel type de véhicule exactement? Oui, effectivement, on est en bout de la chaîne. On est constructeur d'autobus et donc de matériel de transport public urbain. Et donc on est une société française et basée en Occitanie, donc à Albi, près de Toulouse. Et on commercialise depuis 2018 deux types d'autobus à hydrogène, en gabarit 12 mètres et en gabarit 10 mètres 50,
qui sont aujourd'hui en circulation sur les réseaux d'Artois-Gohelle, de Versailles également, du Mans et bientôt d'Auxerre et de Toulouse. Voilà. Donc c'est un produit qui est entièrement conçu et assemblé chez nous à Albi. Et on a fait le choix, alors, pas d'une pile Ballard effectivement, mais depuis le lancement du programme, on peut dire depuis 2011, parce que la gamme de bus Innova, on a des bus hydrogène, des bus électriques et des bus électriques hybrides. On travaille depuis assez longtemps avec le groupe Michelin et depuis donc maintenant 2-3 ans, leur filiale Symbio, filiale à 50% de Michelin et Faurecia. Donc on intègre une pile de Symbio dans notre bus de 30 kW. Merci beaucoup. Là aussi, on viendra plus en détail sur votre activité ensuite. Clément Chandon d'Iveco. Pour le coup, Iveco est une marque connue de tous, mais j'aurais quand même aimé que vous rappeliez très très brièvement l'historique d'Iveco parce que ça m'a intéressé moi quand j'ai pu vous parler. Oui, alors Iveco, c'est une marque qui est assez récente puisqu'elle est née en 1975. Elle est née de la fusion de plusieurs constructeurs européens. Donc on est né européen, il y avait des constructeurs italiens, il y avait le constructeur français Unique, il y avait le constructeur allemand Magirus, les Suisses de Sauer, et après on rejoint également l'espagnol Pegaso et Ford en Angleterre. Donc Iveco c'est tout ça, mais c'est aussi toute l'histoire de Renault en carré-bus, puisque nous avons récupéré l'activité carré-bus de Renault en 2001, et ce qui fait que nous sommes un constructeur généraliste, car, bus, minibus, véhicules utilitaires, poids lourds, routiers, chantiers, défense. On a vraiment à peu près tout ce qui roule. Et qu'est-ce que vous avez comme camion ou véhicule hydrogène dans votre gamme? Alors, on est en train de les développer. On ne les a pas encore. Si je voulais faire un peu d'historique, nos premiers véhicules hydrogène, c'était des prototypes de bus. Le premier qu'on a fait rouler, c'était en 2001. Après, on a fait une deuxième série de prototypes en 2006. Et jusqu'en 2018, après, il ne s'est rien passé. Et on a eu une grande accélération, en fait, à partir de mi-2019, puisqu'on a passé un accord de partenariat avec la start-up américaine Nikola. Et on s'est engagé à produire des poids lourds hydrogène, qui seront des tracteurs et qui pourront être commandés dès 2023. Alors, ça veut dire que vous avez pris du retard sur le marché? Alors, pas du tout en camion, puisque nous serons sans doute les premiers à proposer des tracteurs hydrogène avec un stockage à 700 bars, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, Hyundai est sur le marché, il n'existait pas en Europe, mais ils sont rentrés depuis quelques semaines avec des porteurs hydrogène 350 bars en Suisse. Et donc, nous serons vraisemblablement les deuxièmes sur le marché européen parmi les grands constructeurs, mais avec la difficulté supplémentaire de faire des tracteurs qui sont conçus pour faire de la moyenne longue distance avec 65 kg d'hydrogène. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas la différence entre tracteur et porteur, vous pourriez rappeler la différence entre les deux types de véhicules? Oui, alors les tracteurs, c'est ce qui fait 80% des camions en France et en Europe. Ce sont donc des systèmes articulés. On a un véhicule qui tracte et une semi-remorque attachée au travers d'une sellette, d'un attelage. Et donc, ce sont des ensembles qui sont très polyvalents puisqu'on peut avoir du transport de tout type de marchandises avec ça. Et on peut séparer le camion de la remorque. Et après, le porteur, lui, il est en un seul morceau, il est rigide. Et lui, c'est plutôt des camions en France qui sont utilisés pour faire de la livraison dernier kilomètre en ville, par exemple des frigos ou de la messagerie. On va développer également les porteurs. D'ailleurs, on aura des prototypes en circulation dans le sud de la France à partir de mi-2022 et on aura à la fois des tracteurs et des porteurs. Merci. On va revenir vers Pierre Lombard pour la deuxième étage des questions, j'allais dire. On l'a dit dans la première heure, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table de la part des autorités européennes, nationales et régionales. Est-ce que ça se ressent sur votre activité? Est-ce que votre développement va correspondre aux annonces qui ont été faites? Quels sont un peu les plans que vous avez dans vos cartons, les plans de développement? Monsieur Lombard, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Pardon. On vous entend. Nous vivons effectivement une révolution
en termes de moyens ou en termes de vision et d'engagement de projet de manière assez forte. En gros, les chiffres, vous les avez eus dans les tables rondes précédentes, 7 milliards pour la France sur les 10 prochaines années, 30 milliards au niveau de l'Europe. Voilà, McPhy, nous ne sommes qu'à 11 millions de chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Donc, il y a vraiment une très forte poussée en termes de demande de projet, d'études projets, de plus grands, de plus nombreux et de taille beaucoup plus conséquente. Donc, effectivement, il y a un énorme appel, beaucoup plus d'acteurs aussi, opérateurs d'énergie de tout type, qui se mettent sur ces marchés-là et qui demandent effectivement à construire aussi leurs offres pour les territoires. En termes, je dirais, à court terme, moyen terme, pour McPhy, ou en termes d'emploi, ou en termes simplement imaginer que nous allons recruter 50% de personnel en plus, ne serait-ce à partir de l'année prochaine. Voilà, 2021, ce sont nos perspectives, croissance en termes de personnes de plus de 50%. Donc, vous voyez, c'est quand même des transformations en termes d'entreprise qui sont très lourdes. Nous allons également l'année prochaine avoir un site beaucoup plus grand que nos sites de Fab en France à l'heure actuelle, ce sera basé sur Grenoble. Donc ça, c'est prévu pour l'année prochaine. Et puis à suivre par rapport au plan et aux très grandes capacités des projets qui sont pour l'instant toujours dans des cartons, mais qui, selon les engagements de projets et de commandes, permettront effectivement de passer en capacité supérieure pour les productions d'électrolyse. Donc pour les stations, on va plus que doubler l'année prochaine. Et puis en termes d'électrolyse, à l'heure actuelle, on est capable de produire plus de 100 mégawatts d'électrolyseurs par an. On peut passer très rapidement en 3 shifts à 300 mégawatts. Et pour passer à une étape supérieure, ce sont ces plans, ce qu'on appelait la Gigafactory, qui sera possible quand les commandes ou les grands projets pourront se déclencher. Et voilà. Donc ça, c'est aussi dans les cartons. Donc ces grands projets, industriellement, toute la chaîne de valeur ramènera énormément effectivement d'heures et d'emplois. Mais tout ça, c'est sans compter tout l'aspect projet de territoire, des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux investisseurs, des nouveaux industriels, énergétiques, mobilité, qui eux-mêmes engagent énormément d'ingénierie sur ces projets-là, déclenchés par tous ces projets d'ensemble. Et donc, j'entends que l'emploi que vous voulez créer, ce sera bien en France. Oui, nous sommes en France. Et effectivement, ce sont bien les usines Tech220 sont en France. Voilà. Après, on a quand même un écosystème un peu italien et allemand, mais là, les usines dont je vous parle, c'est Grenoble, c'est effectivement les prochaines perspectives sont vraiment en France. On a une très grande capacité, tout ce qui est la conception, tout ce qui est projet, portage de projet chez nous, c'est sur Grenoble en termes d'ingénierie. Donc, on a effectivement on va se renforcer fortement sur cette partie-là. Merci beaucoup. Marlène Pham, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la technologie que vous avez choisie sur laquelle vous avez choisi d'investir. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ce nouveau type d'électrolyse ou d'électrolyseur? Vous êtes un groupe qui a de l'expérience industrielle et technologique. Pourquoi celle-là? Alors, on a choisi d'abord un partenaire. Donc, on a choisi un des acteurs, je dirais, les plus de premier plan dans la recherche et dans la science française, donc le CEA, avec lequel on avait une collaboration antérieure et donc que l'on connaissait déjà. Et donc le CEA est l'inventeur et le promoteur de cette technologie qui s'appelle la solid oxide, qui est en phase de maturité, je dirais en première phase de maturité. Et donc, il y a la spécificité, c'est de l'électrolyse, mais de l'électrolyse à haute température. L'intérêt de cette électrolyse à haute température, c'est qu'elle apporte des rendements qui sont supérieurs à ceux d'autres technologies qui sont là aujourd'hui, qui existent déjà et qui sont peut-être plus mûres. Donc c'est la raison pour laquelle on est associé. On a ce partenariat et cette collaboration et ces relations avec le CEA qui sont assez avancées. On a eu beaucoup de discussions et donc on a le confort sur l'aspect technologique. Et nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment on a une confiance totale, évidemment, en notre capacité à industrialiser et à apporter cette technologie à maturité.
maturité de production. Et après, de la même façon que McPhy, on vise également une gigafactory. Et à quelle échéance les choses pourraient-elles se concrétiser? Quand est-ce que l'usine doit sortir de terre? Alors, on a une première usine qui va sortir de terre. Enfin, on a tous les plans. La société peut-être déjà en préambule, la société que l'on veut créer avec le CEA, Vinci, Vicat et l'Occitanie est en cours d'immatriculation. Donc, les projets sont bien formés, mais officiellement, elle n'est pas encore incorporée. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire en cours d'immatriculation? Il y a tout un processus d'approbation par lequel on doit passer, donc qui est en cours. Donc, on a en tête d'être opérationnel en 2021 et d'avoir déjà une première usine de production pilote en 2021, qui va nous permettre de mener de façon concurrente la maturation de la technologie et la production. Et encore une fois, c'est là où on apporte notre savoir-faire, de pouvoir amener cette technologie à maturité, un niveau de maturité suffisant, et en même temps de tester et de modéliser les processus de production. Donc ça, à partir de 2021, on commence à lancer l'usine pilote avec une montée en cadence progressive au cours des 4 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Yann Laperche-Rito, pour Ballard Energy System, quel est l'impact sur vous des stratégies qu'on décrivait dans l'heure précédente? Vous voyez les commandes affluer? Oui, je pense que tout le monde vit à la vague hydrogène actuellement. Même si nous sommes un peu tous en télétravail, je pense que l'impact reste très, très important. Alors, oui, nous voyons les commandes affluer. Cette année, nous avons créé un deuxième centre d'excellence chez Ballard Europe. Ballard Europe est situé à Hobro, au Danemark. Et nous avons créé ce centre d'excellence pour la marine, pour le développement et la fabrication du module 200 kW certifié DNVGL pour faciliter l'intégration dans les bateaux. Donc là, nous travaillons sur énormément de projets marines actuellement. Nous avons l'autre centre d'excellence qui est sur le secours d'énergie, où nous avons un gros marché, mais surtout en Scandinavie, pour les réseaux télécoms et les réseaux critiques. Et puis, Ballard Europe, c'est également un centre avant-vente au niveau ingénierie pour aider nos OEM à intégrer très facilement nos modules piles à combustible pour les bus, les trains et les camions. Mais également, nous avons un centre de maintenance. Nous avons plus de 80 véhicules qui sont sur la route aujourd'hui. Donc, ça veut dire formation, centre logistique, et puis aide, bien sûr, support à la maintenance vers nos OEM et vers les clients finaux. Est-ce que vous entrevoyez déjà quels marchés vont se développer le plus vite? Écoutez, il ne faut pas oublier que le bus est un des premiers marchés qui se déploie fortement. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a 80 véhicules qui sont en service et ce sont surtout des bus. Les prévisions pour l'année prochaine, c'est environ 250 bus qui seront en service, puisque les commandes sont déjà là et les bus sont en fabrication, à travers nos différents OEM, Van Hool, VDL, Solaris et Rybus, qui sont les principaux aujourd'hui. D'autres sont en cours. Alors, aujourd'hui, on a une capacité de 60 MW par an au niveau européen, au niveau Danemark. Ça veut dire environ 50 modules de fabriqués et on passe à une centaine de modules d'ici 2022. Et au niveau emploi, c'est 160 personnes d'ici 2022 qui seront embauchées en Europe, avec de plus en plus de présence locale, en fait. Locale, c'est-à-dire dans tous les pays européens. Vous êtes un acteur mondial. Comment est-ce que ça se développe sur les différents continents? Vous avez la vision globale? Oui, bien sûr. Écoutez, en capacité, on va peut-être parler en capacité de production mondiale. Je dirais que le Canada, c'est 5000 modules en 2020 en capacité de production. D'ici 2024-2025, ce sont 10 000 modules par an qui seront fabriqués. Et en Chine, alors là, c'est encore plus fort, puisque le marché chinois est un marché très important. Nous avons 2 joint ventures qui sont en Chine aujourd'hui. Donc, c'est 20 000 unités par an en 2020 et c'est 67 000 unités par an en 2024-2025. Donc, on peut dire que c'est parti.
C'est parti. Je confirme. Merci. Jean-Christophe Auguet pour Safra. Même question pour vous. Comment cela se traduit dans vos plans de commande? Alors, oui, pour replanter le contexte, effectivement, le bus Innova, lui, il avait été créé en 2011 et développé jusqu'à sa phase commerciale en 2018, déjà pour répondre aux lois de transition énergétique à la fois françaises et européennes qui obligent les autorités organisatrices de mobilité à s'orienter vers des solutions, notamment de bus urbains zéro émission. C'est ça aussi qui a donné une première impulsion au bus propre, et je pense qu'il a lancé les premiers bus hydrogène, comme cela a été à Pau, à Versailles, à Artois-Gohelle, etc. Aujourd'hui, le bus hydrogène, dans sa version hydrogène, est vraiment au cœur pas le bus, mais la technologie hydrogène est au cœur du plan de relance national, effectivement. Et notre bus hydrogène, le bus Innova Hydrogène, est au cœur du plan de croissance pour Safra, effectivement. On a aujourd'hui d'excellentes perspectives d'ici 2021-2025. Là. Il y a quand même énormément d'agglomérations en France et en Europe. Je vais me limiter déjà à ce scope géographique là, qui ont annoncé leur intention de développer des flottes et qui sont en train de monter des projets, pour que ce soit l'Europe, mais déjà plus près de nous, que ce soit auprès des appels à projets de l'ADEME. Donc là, je pense que d'ici 2025, on a au moins 500 bus de façon concrète sur des projets déjà identifiés, sans noter encore les projets qui vont se monter. C'est clair. Ceci étant dit, 2020, en termes de commandes, a quand même subi l'effet Covid. Donc ça, il faut être honnête, ça aura quand même ralenti un petit peu les investissements et les prises de commandes. Par contre, les appels à projets de l'ADEME, dont la première levée là, est mi-décembre, qui apporte des subventions allant jusqu'à 240 000 € pour les agglos pour un bus hydrogène, sont vraiment un effet de levier. Ça, c'est très important. Donc, on a d'excellentes perspectives. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si aujourd'hui, en 2020-2021, on a des capacités de production modestes, pour dire jusqu'à 40 véhicules, on a concrétisé notre plan de croissance et de développement, dont on a actionné le premier étage de la fusée, je dirais, avec le lancement d'une nouvelle usine de production, dont la première pierre sera posée au courant janvier 2021 pour être opérationnelle toute fin 2021, voire tout début 2022, pour augmenter d'un premier temps notre capacité de production entre 150 et 200 véhicules par an, donc dès 2022. Tout cela pour vraiment répondre, on sent qu'il y a une forte demande, voilà, qui va vraiment croissante. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre dès 2022 en termes de livraison à cette augmentation de demande, effectivement. Et alors, vous êtes aussi en train de développer un prototype de rétrofit de bus pour de bus diesel qu'on peut transformer en bus à hydrogène. Où en sont ces travaux? Quel est le plan de route pour ce développement? Alors aujourd'hui, ces travaux, c'est quelque chose qu'on suit effectivement de très près, là, déjà depuis 2 ans, je dirais, et que l'on a aussi concrétisé en interne avec notre plan de R&D depuis la publication de l'arrêté de mars 2020, qui facilite grandement le rétrofit énergétique de véhicules, que ce soit des véhicules légers, lourds, enfin en tout cas des véhicules terrestres. Donc on a vraiment toutes les études préliminaires de design qui sont achevées. Donc sur un autocar de type très classique, de type 12-13 mètres. Aujourd'hui, donc en 1er janvier, on lance des études de conception détaillée de fabrication d'un prototype pour arriver à un prototype homologué fin 2022. Et ensuite, la production de 10 à 20 unités pour une phase de démonstration sur les routes en 2023. Merci. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur un autre angle. Clément Chandon pour Iveco. Bon, vous êtes au début de l'histoire de l'hydrogène du camion, du coup, mais tout de même, quelle vision avez-vous pour le développement de ces véhicules? Est-ce que, voilà, quelle serait un peu la montée en charge, on va dire, pour la production de ce type de camion? Oui, juste avant de parler des camions, effectivement, je voulais faire une remarque sur les bus. C'est très clairement le marché le plus mature. Et c'est un marché qui est très différent de celui des camions, puisque on est sur des marchés publics, avec des investissements publics et pas de concurrence, et des aides aussi qui sont déjà en place, notamment avec le plan hydrogène français. Sur les camions, on n'a pas encore ouvert les commandes, c'est quelque chose qui se produira en 2023.
On voit beaucoup d'attentes de la part des chargeurs. Donc ça, c'est les grandes entreprises à forte notoriété, hein, qui sont déjà celles aujourd'hui qui nous achètent des véhicules au gaz, par exemple. On peut citer Carrefour, on peut citer des entreprises comme Ikea, Nestlé Waters. Tous ces grands groupes à très grande notoriété sont intéressés. Mais jusqu'à présent, il faut comprendre que ces groupes ont fait de la transition énergétique sans dépenser d'argent. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas plus cher de rouler avec du biométhane, par exemple, que de rouler avec du diesel. Là, par contre, on est dans une technologie qui coûte nettement plus cher et il est clair qu'on aura besoin d'aide parce que dans le milieu de transport que je connais, en transport de marchandises, pour aller de A à B, en général, il n'y a qu'un seul prix. Et donc, il va falloir, mais ça semble bien parti en France, que l'État supporte le surcoût de cette technologie qui est important pour qu'on ait un marché en transport de marchandises. Donc, on sait que pour démarrer, ça va être facile. Les entreprises aujourd'hui se pressent pour être les premières. On a des projets qui sont en train de maturer, notamment dans les ports. On a des projets qui pourraient sortir au niveau du port de Marseille-Fos. On a des projets au nord de l'Europe également. Et si ces projets arrivent et sont financés, en fait, on va déjà se retrouver quasiment en manque de capacité la première année d'ouverture des commandes, puisque ça représente plusieurs centaines en fait, d'unités. Et on a prévu un démarrage assez progressif en fait, de la production. Donc, l'intérêt clairement est là. Maintenant, dans le transport de marchandises, pour faire des volumes, le marché européen, c'est 330 000 poids lourds à l'année. Donc, c'est très grand par rapport au marché du bus. Le marché du bus, c'est 6 000 unités par an. Le succès dépendra aussi du niveau de support qu'on obtiendra ou pas sur cette technologie pour nous, mais aussi pour ceux qui construiront les stations, puisque bien entendu, ce ne sera pas le même réseau que pour les automobiles, ce ne sera pas toujours non plus le même réseau que pour les bus, et donc il y a beaucoup d'investissements à prévoir également du côté des stations. Alors, je vais vous poser maintenant une question en forme de provocation. Qu'est-ce qui vous fait croire aux camions hydrogène et pas aux camions électriques, pas forcément seulement à batterie, ou rechargés via des caténaires ou via des rails insérés dans la chaussée, comme c'est expérimenté en Suède et en Allemagne? Alors j'ai envie de dire que je crois aux deux. Dans nos prévisions, on voit plus de camions électriques sur batterie que de camions électriques à pile à combustible, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, le camion électrique à batterie est moins cher. Et on est dans un monde qui est tiré par le coût total d'exploitation des camions. L'hydrogène, lui, il va amener un avantage essentiel, c'est la recharge rapide. Il a aussi quasiment le double de l'autonomie, mais ce n'est pas non plus un camion qui va pouvoir, comme un véhicule diesel, traverser l'Europe du sud de l'Espagne jusqu'à la Pologne sans faire le plein. C'est un camion qui va avoir au maximum 800 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Comparé au diesel, donc le diesel, c'est combien? Le diesel, on peut atteindre 4500 km avec les capacités maximum. Alors, c'est rare, hein, les camions qui ont des capacités aussi élevées, mais ceux qui font exclusivement de l'international ont des très gros réservoirs parce qu'en fait, ils vont faire le plein dans les pays d'Europe où ça coûte le moins cher. Et donc, par exemple, un Polonais ne va pas faire le plein en France, il va faire le plein chez lui, peut-être en Espagne. Donc, ils sont deux pays qui taxent peu le gasoil. Donc, on est sur un camion moyenne longue distance, on va dire avec l'hydrogène. Et on peut pas avoir autant. Mais on peut recharger un camion hydrogène, y compris à 700 bars, en une quinzaine de minutes. Avec l'électrique, pour pas que le coût de l'électricité augmente trop, on va plutôt faire de la charge lente au dépôt. 10 heures, probablement 12 heures, peut-être 14 heures dans certains cas. Donc, si on a une activité, par exemple, comme alimenter un supermarché, c'est 2 postes, voire 3 postes par jour. L'électrique ne va pas savoir faire. Là, je parlais plutôt des solutions de recharge dynamique, en quelque sorte, pendant que les véhicules roulent. Alors ça, pourquoi pas? Évidemment, quand on a fait un camion électrique, on peut assez facilement aller avoir un système de captation d'électricité par le sol ou par l'air. Mais par le sol, l'ordre de grandeur que j'entends, c'est 2 millions d'euros du kilomètre. Donc c'est quand même des choses importantes, des coûts importants. 2 millions d'euros du kilomètre, pour donner un exemple. Pour l'équipement, vous voulez dire? Pour équiper la route, oui. C'est de surcoût. C'est 2 stations GNL par kilomètre. Donc c'est quand même des prix qui sont élevés. Peut-être que si il y a des aides publiques au bon niveau, on peut y arriver.
Mais la question, in fine, c'est a-t-on les moyens de développer ces technologies? Si on les a, effectivement, pour nous, ça sera un avantage très important. Mais encore faudra-t-il que les États veuillent bien faire ces développements. D'accord. Merci beaucoup. On va reparler des coûts tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais revenir vers Pierre Lombard, McPhy, pour lui poser la question de savoir si tout est en place pour le décollage de la filière, s'il y a encore des freins à lever ou si malgré tout l'horizon est dégagé. Alors, Monsieur Boulanger, je dirais à vos questions, nous, on est sur deux grands marchés, même si on a trois. Pour ce qui est de la mobilité, là, effectivement, on vient d'aborder un des sujets phares, c'est qu'à l'heure actuelle, sur certains segments de véhicules de mobilité, il n'y a pas d'offres, pas assez d'offres. Pour le bus, oui, je pense que là, il y a effectivement un marché, il y a une offre, il y a des véhicules, le marché est bien parti. Sur des flottes captives, sur des métropoles ou des agglomérations. Pour ce qui est des autres véhicules, donc le poids lourd n'est pas encore présent. Les contraintes effectivement clients qui verront arriver ces nouvelles technologies avec ces coûts inhérents, voilà, ça retarde donc de facto le déploiement de certains projets de corridors ou autres. Qui doivent être un peu avancés, mais sinon, et d'atteindre une certaine taille pour pouvoir les enclencher, au vu du coup des stations, on en a évoqué le sujet. Donc, il y a une aide plus orientée sur les véhicules pour pouvoir pousser plus la mobilité et les infrastructures derrière. Voilà. Donc, on peut aussi aider aussi avec les aides au rétrofit, puisqu'on ne va pas faire toute la transition qu'avec des véhicules neufs. Je pense qu'il va rester énormément de véhicules aussi qui devront aussi passer le cap d'ici là. Pour les autres parties, on va dire industrie, énergie qui utilise déjà de l'hydrogène en process ou en matière première, là, vu que l'hydrogène est principalement fait à base de produits hydrocarbures, gaz ou pétrole, on est en compétitivité prix directement sur la matière première qui est l'énergie primaire. Pour le cas d'une production par électrolyse, c'est l'électricité. Donc, on est au prix du mégawattheure électrique face au prix du mégawattheure hydrocarbure. Donc, pour une fabrication, vous avez en gros 15 € le mégawattheure de gaz en prix de gros de marché qui arrive directement depuis en Russie et d'autres. L'électricité, vert, il faut le produire. Il faut le produire, il faut des infrastructures de long terme sur des territoires. À l'heure actuelle, dans les meilleurs cas en Europe, on trouve du 40 € le mégawattheure. Et là, vous êtes vraiment on parlait d'un coût de 1 à 3, sans taxe carbone, vous n'y arriverez pas à chasser les produits pétroliers par rapport à ce gap de prix. Donc, il y aura des électrons verts décarbonés à des prix compétitifs. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des pays qui arrivent à du 15 € le mégawattheure, mais ils ne sont pas en Europe. On est plutôt au Chili, au Moyen-Orient, ou des choses comme ça, où ils ont des conditions climatiques et autres qui permettraient d'avoir ces électrons à ces prix-là pour être tout de suite à compétitivité égale. Mais est-ce que vous avez une idée sur le prix de l'hydrogène comment dire? Oui, donc, je vous parle disons qu'ils sont à même de mettre en opération des champs photovoltaïques qui permettraient d'atteindre ces électrons verts à ce prix-là. Les électrons verts, mais pour avoir l'hydrogène, à quel prix? Eh bien, pour être au même prix, parce que là, je vous parlais du gaz. Après, en gros, dans un projet, c'est l'OPEX énergie qui fait la différence. Quand on parle de frein, c'est bien l'OPEX énergie. Ce n'est pas une question de CAPEX, ce n'est pas un coût d'électrolyseur face à un coût industriel de reforming gaz. On parle bien de projet d'ensemble et vous êtes à 80% du coût dans un projet long terme industriel qui est bien un coût d'OPEX énergie. Donc, tout l'enjeu va être dans les freins industriels et de massification. Vous pourrez avoir des unités d'électrolyse de très grande taille. Cette partie d'OPEX énergie est fondamentale. Donc, effectivement, la taxe carbone permettra de faire le gap. On n'en est pas loin. Donc, sur des grandes unités avec effectivement des électrons
offshore de toute taille, enfin, avec vraiment une massification d'électrons qui peuvent arriver à des prix compétitifs, on sera compétitif par rapport à des prix existants sur des hydrocarbures. Voilà, la taxe carbone permettra de faire un peu le lien. Je ne vais pas rentrer dans les détails un peu techniques et financiers, mais on fait des calculs, une taxe carbone de 50 € la tonne carbone, ça vous amène à peu près 50 centimes 50 centimes sur le kilo d'hydrogène. Donc, si vous êtes en gris à 2 €, 2,50 €, vous atteignez presque le 3. Si je vous parle effectivement d'une productivité en mégawattheure, il faudrait que vous soyez à un rationnel de 40 €, 50 € en vert. Donc, vous voyez, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Mais il y a une certaine massification. Ensuite, vous avez une autre, pour la partie aide, c'est aussi le TURP, le transport des électrons, parce que ce que vous n'arrivez pas à faire par le transport des électrons, vous le ferez par la route. C'est-à-dire que vous mettrez de l'hydrogène dans des camions pour l'exporter, pour l'amener à l'acheminer à des usagers, que ce soit des stations hydrogène, etc. Donc là, on va se retrouver avec une forme de limite. On aura des camions sur la route au lieu d'avoir des électrons sur des réseaux qui peuvent les absorber. Donc là, il y a effectivement sur des mailles locales, parce que l'hydrogène a quand même une fonction fondamentale qui est produire vert en local sur un territoire pour plus le consommer vert en local, et pas exporter vos électrons que vous ne pouvez pas garder sur votre territoire. Vous pouvez les garder sous cette forme-là et les distribuer en local. Donc, quand il y a des mailles locales, c'est de produire autour de métropoles ou de régions et de pouvoir les agglomérer sur des grosses bases d'électrolyse en aidant effectivement ce transport d'électrons et autres. Voilà, ça peut être aussi une des voies qui permettrait de mettre plus de souplesse dans tout le système énergétique et de concentrer tous les électrons tant que possible. Bon, merci. On va reparler des coûts tout à l'heure et de la façon de baisser ces coûts. Marlène Pham pour Schlumberger. Est-ce que pour vous, je parlais moins de… Alors, Pierre Lombard a déjà adressé la question des coûts, c'est un obstacle majeur et on va en reparler. Mais est-ce que sur le plan réglementaire ou sur le plan, on va dire, pratique, est-ce que ou sur le plan des incitations qu'offrent les États, est-ce qu'à votre avis, les choses sont en place ou il reste encore des freins à lever ? Alors, je commencerai par dire que de façon très positive, il y a un vrai alignement sur le sentiment d'urgence. Et on a eu des annonces, alors on en parlait encore une fois dans la session précédente, au niveau du plan de relance, du plan hydrogène, qui sont extrêmement positives et qui vont tout à fait dans le sens de créer, de l'importance de créer cette filière. Je ne parlerai pas de frein à cause de ce mouvement qui est lancé. J'insisterai sur le fait que nous, d'un point de vue organisation privée, partenaires privés et avec le CEA et avec nos partenaires, on a nos plans et en fait on est prêt. Et que maintenant, l'accent, c'est vraiment de pouvoir coordonner toutes ces annonces qui ont été lancées avec nos plans au même rythme et pour une exécution très lisse. Et là, il y a toute une structure, toute une mécanique au niveau des aides qui sont effectivement fondamentales pour créer cette filière. Je pense que Clément Chandon en a parlé. On ne peut pas créer une filière de cette importance sans aide publique. Donc, l'accent pour moi maintenant, c'est de mettre en musique toutes ces annonces, de pouvoir les réaliser pratiquement et très concrètement. Il y a beaucoup d'acteurs en fait et beaucoup de guichets qui sont présents. Pour les industriels et pour nous, bon, il faut nous aider à nous orienter. J'attire, bon, en Occitanie, on est particulièrement bien lotis parce qu'on a la région à nos côtés pour nous aider pour nos plans sur Béziers. Mais d'une façon générale, c'est quelque chose qui doit prendre de la dimension, qui doit s'accélérer et qui doit vraiment se structurer à tous les échelons. On a le région local, on a le région national et on a l'échelon régional
national et évidemment européen. Et mettre tout ça en coordination et en musique de façon logique, ça va être extrêmement important pour pouvoir exécuter le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez que le rythme est bon, par exemple, pour le mécanisme de financement de la production massive d'hydrogène? Luc Bodino évoquait 2022, je pense, jusqu'à ce que le mécanisme soit en place. Est-ce que vous êtes aussi sur ce calendrier ou est-ce que ça va trop lentement? Je pense que le plus tôt est le mieux. J'ai commencé à dire que le sentiment d'urgence était là, et donc l'urgence, elle est vraiment là. Elle est en 2021, voire 2020, et pas en 2022. Donc c'est toute cette souplesse et cette flexibilité, cette agilité qu'on doit pouvoir définir ensemble avec nos partenaires privés, mais nos partenaires publics sont absolument essentiels. Merci beaucoup. Yann Laperche-Rito, est-ce que de votre côté, l'horizon est dégagé? Alors, l'horizon est dégagé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, bien sûr, hein, pour permettre ces réductions de coûts dont on parlera tout à l'heure. Mais en fait, aujourd'hui, Ballard travaille sur l'amélioration de la technologie. Ça, c'est une chose très importante parce qu'il faut faciliter l'intégration de nos modules piles à combustible dans les véhicules commerciaux et autres, bien sûr, véhicules. Et en fait, il faut accroître également l'industrialisation. Donc ça, c'est un engagement que l'on a déjà pris en compte. On parlait, Monsieur Lombard parlait des coûts de possession et il y a quelques années, on parlait du CAPEX uniquement, on voyait le prix d'un bus, le prix d'un camion, et on ne pensait pas automatiquement au coût d'OPEX. Et aujourd'hui, c'est vraiment un point sur lequel nous travaillons, c'est le coût total de possession pour que pendant 15 ans, on puisse utiliser un bus, pile à combustible ou un camion hydrogène. Voilà. Merci. Jean-Christophe Auguet, pardon, j'ai eu un petit blanc. Est-ce que de votre côté, tout semble prêt? Même question, est-ce que tout est en place pour que votre activité se développe? Alors, oui, je pense, effectivement. En tout cas, il y a beaucoup de signaux qui sont au vert. Juste pour terminer ce que je disais juste tout à l'heure sur nos capacités, nos ambitions de production, je parlais de 150 à 200 unités en 2022 pour monter à plus de 500 en 2025 et à la création de plus de 1000 emplois, alors qu'aujourd'hui, on est environ 250 personnes dans le groupe. Et donc, de création d'emplois en France, c'est aussi important pour nous. C'est aussi, ça peut être la stratégie de notre entreprise. Et dans ce cadre-là, un des voyants verts, c'est effectivement les aides gouvernementales, donc les appels à projets de l'ADEME, notamment pour, moi je vais surtout parler de l'acquisition du bus, donc du financement du CAPEX des bus, avec des aides incitatives qui sont aujourd'hui plutôt très favorables, parce que, pour parler de façon simple, un autobus à 600 ou 650 000 euros en version hydrogène, il va tomber à 400 ou 450 000 euros avec des subventions, en termes de CAPEX, c'est-à-dire en deçà d'un autobus électrique bien chargé en batterie, parce que voilà, les bus électriques, c'est un sujet, ils ont leurs avantages. Pour être à une autonomie éventuellement comparable à l'hydrogène, mais ce n'est pas le cas, il faut beaucoup de batteries, donc on est sur des coûts aussi qui sont quand même très élevés. Donc ça, là, les voyants sont au vert en termes d'incitation, ça c'est une chose. Les centrales d'achat font aussi un bon travail, donc les centrales d'achat, on a notamment celle du réseau Agir, donc la centrale d'achat du transport public, où à ce jour, on est le seul constructeur de bus hydrogène référencé. L'UGAP... Quelles conséquences ça a? Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, c'est la CTP, comme l'UGAP, qui est en train de finir son référencement, là, qui devrait être effectif, à mon avis, depuis début 2021, ça a pour conséquence que c'est une procédure d'achat public qui est déjà faite en grande partie, et ça facilite surtout grandement le processus d'achat et la rapidité du processus d'achat pour une collectivité publique. Donc ça, c'est une chose. On parle souvent de massification, et là, Pierre Lombard a effectivement raison. Aujourd'hui, les incitations de l'ADEME, elles sont là pour créer la filière, ou pour aider à créer la filière, parce que c'est bien aux industriels et aux clients finaux de la créer, mais pour aider à ça, pour augmenter les volumes de production, pour augmenter les volumes de vente, et que pour les coûts actuels aujourd'hui, qui sont effectivement plus élevés que sur des bus conventionnels ou thermiques ou GNV,
on puisse arriver progressivement à des prix qui soient compétitifs, bien entendu. Mais ça va forcément prendre quelques années. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain, d'ici 2025, depuis 2030. Ça, l'avenir nous le dira. Mais ce premier levier, il est très important. Et un des messages aussi très importants, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des projets ici et là en France sur 5, 6, parfois un bus, 2 bus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi que les pouvoirs politiques prennent encore plus le sujet à bras-le-corps pour augmenter ces volumes de commandes. Effectivement, en massifiant ces commandes, on pourra baisser les coûts, mais aussi avoir des flottes de bus qui soient supérieures à 1, 2 ou 3 bus. Donc, avoir des flottes de bus ou des commandes qui soient au minimum de 10, 20 bus au plus. Parce qu'on a le capex du bus à faire baisser, mais on a d'autres problématiques. On a évidemment le coût de l'hydrogène à la pompe. Donc, plus on en délivrera, plus son coût baissera au kilo. On a une problématique de maintenance, donc de coût de maintenance d'un bus. C'est-à-dire faire la maintenance d'un bus à hydrogène aujourd'hui, un seul bus sur un dépôt, ça coûte énormément cher. Quand on mutualise et qu'on fait la maintenance de 10 ou 20 bus, on baisse considérablement les coûts. Ça, c'est important. Et c'est valable pour un atelier de maintenance ATEX. On a aujourd'hui, nous, des problématiques parce que c'est des ateliers, alors, pour nous comme pour nos collègues, qui n'existent pas encore. Et c'est pareil, équiper un atelier en norme ATEX, en hydrogène, pour un bus, c'est pas monstrueux, ça se fait, mais ça a un coût. Alors que pour 10 bus, c'est un coût qui devient quasiment invisible, enfin transparent en tout cas. Donc, je crois qu'il est vraiment important de passer sur des volumes de commandes, des volumes de flotte de bus, sans parler de centaines, mais un échelon supérieur pour accroître vraiment cette décroissance du capex du bus lui-même. Nous, on pourra baisser nos coûts de production, tout comme nos fournisseurs des produits stratégiques, piles à combustible, réservoirs d'hydrogène et tous les composants, un peu le balance of plant des composants hydrogène, capteurs et actionneurs, qui sont aujourd'hui quand même assez chers, qui sont probablement plus chers que sur du GNV, mais là aussi, la production en masse fera baisser ces coûts-là. Donc voilà, les moyens sont là, mais il faut, je pense, augmenter ces volumes de production et je pense qu'il faut le faire très rapidement. Donc, si je vous entends bien, le frein, c'est vraiment de passer de la phase d'expérimentation à la phase de commande massive. Oui, je dirais de déploiement. Semi-massive. De sortir de la phase de démonstration pour aller à une phase de déploiement. Alors, nous, on a des capacités, voilà, je vous ai donné un petit peu les ordres de grandeur, ça va évoluer très vite. Si on se tient à un tableau de marche, on a des confrères qui ont des capacités peut-être plus importantes. Mais voilà, il faut effectivement augmenter ces capacités-là. Et voilà, 2021 doit être vraiment le starting point pour ça. Alors, Clément Chandon, merci Jean-Christophe Foguet. Clément Chandon, bon, on a déjà beaucoup parlé des coûts, on va en reparler ensuite dans la dernière séquence, mais est-ce que de votre point de vue, il y a des freins qui soient technologiques, réglementaires, pour que ces véhicules voient le jour et soient mis sur les routes? Alors là, il y a plutôt une très bonne nouvelle, c'est que si on veut faire de la longue distance avec des tracteurs qui sont des véhicules quand même assez compacts, et comme on a un carburant qui est très énergétique mais extrêmement léger, il faut beaucoup de volume de stockage. Et ça, jusqu'à présent en Europe, ce n'était pas possible parce qu'on a des longueurs maximum qui sont limitées à 16,50 m. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une directive européenne qui permet, quand on a une cabine avec des appendices aérodynamiques, d'allonger le véhicule. Et nous, ça va nous permettre de faire des véhicules hydrogène qui vont être nettement plus longs en fait, que les véhicules diesel ou gaz, puisqu'en fait, on va arriver en même temps, l'hydrogène va arriver en même temps que les cabines aérodynamiques, et donc nos véhicules, nos ensembles tracteurs plus semi-remorques, au lieu d'être limités à 16,50 m aujourd'hui, feront autour de 18 mètres quand ils arriveront sur le marché. Et ça nous permet de mettre beaucoup de volume de réservoir hydrogène au dos de la cabine en allongeant le camion. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des configurations qu'on connaît aux États-Unis, notamment sur les véhicules gaz comprimé ou hydrogène, parce qu'il y a aussi des prototypes qui roulent là-bas. Et on va pouvoir faire des choses équivalentes en Europe, et c'est très important parce que sans cette avancée-là, on aurait plafonné aux alentours de 500 km d'autonomie, grand max. Donc là, on va pouvoir atteindre 800, voire un peu plus pour les véhicules qui sont légers. Donc ça, c'est très bien, c'est une grande avancée. Sur le plan de la recharge rapide à 700 bars, on attend encore une évolution des normes en Europe pour s'aligner sur celles des États-Unis. C'est-à-dire qu'avec les normes actuelles, il nous faudra à peu près une demi-heure pour faire le plein. Mais avec la norme future,
et on espère qu'elle sera prête, et il y a des bonnes chances qu'elle soit prête quand le camion sera prêt. On pourra faire des pleins en 10 à 15 minutes. Et ça, c'est très important puisque l'hydrogène, son grand intérêt, il est là, c'est de recharger rapidement, pouvoir rouler longtemps. Et donc, c'est bien qu'on soit aligné sur les standards de recharge américains. Pas d'autres freins à signaler? Alors si, mais bon, ça prendra beaucoup plus de temps, mais c'est un tout petit bout du marché du camion. Il faudra aussi définir les règles pour le transport de matières dangereuses. Donc ça, je pense que ça prendra une bonne dizaine d'années. Alors c'est pareil aussi pour les véhicules électriques à batterie. C'est des textes qui existent depuis longtemps sur les véhicules diesel. Il a fallu près d'une dizaine d'années pour qu'on les adapte aux véhicules gaz. Et donc, je m'attends qu'il faudra probablement autour d'une dizaine d'années pour les adapter aux véhicules électriques et hydrogène. Merci. On arrive maintenant dans la dernière séquence qui est consacrée à la baisse des coûts. Une question qu'on a déjà traitée dans les échanges précédents. Je vous signale que vous pouvez me faire signe à tout moment si vous voulez vous répondre les uns les autres. Vous n'êtes pas obligé d'attendre exactement votre tour de parole si vous voulez intervenir ou réagir à un propos de vos camarades. Donc la baisse des coûts, on parle de plusieurs choses. On parle de la baisse des coûts de l'hydrogène. On rappelait en début matinée, mais d'après-midi, que le coût de l'hydrogène qui vient du gaz fossile, du gaz naturel, se situe entre 1 et 2 euros le kilo. Pour le gaz produit par des électrolyseurs de l'ordre du mégawatt au multimégawatt, on dit de 4 à 7 euros le kilo d'hydrogène, et ça va bien au-delà pour des stations de production plus petites. Puis viennent le coût des véhicules dont on a pas mal parlé avec Safra et puis avec Jean-Christophe Auguet et puis avec Monsieur Chandon. Donc il y a et puis il y a effectivement toute l'infrastructure à monter qui elle aussi coûte, le système de distribution, enfin bref, tout l'écosystème et tous les systèmes d'alimentation de l'hydrogène sont encore à créer et tout ça, ça coûte. Donc, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous, concrètement, dans vos entreprises, vous envisagez déjà pour baisser la coût de vos propres systèmes? Je commence par vous, Pierre Lombard. Les discussions on a eu juste avant. Donc, la voie est bien la massification industrielle pour descendre les projets. Donc là, c'est vraiment propre à nous en termes d'industrialisation, d'automatisation et de réduire et de standardisation des blocs pour pouvoir effectivement réduire les coûts et avoir des effets d'échelle. Mais il y a également aussi la taille des projets de nos clients. Donc, on doit leur fournir des équipements et des solutions qui puissent s'implémenter sur des seuils de taille qui leur permet aussi pour les opérateurs privés ou délégataires privés de pouvoir en vivre. Et donc, il faut atteindre des tailles même en projet. Donc là, je pense que là, effectivement, les aides et toute la voie va dans le bon sens. Pour ce qui est de la matière première, l'énergie à distribuer, on en a parlé juste avant, c'est vraiment effectivement une aide sur la taxe carbone ou sur comment on n'est pas loin. Vous avez parlé on est même avec des prévisions même en dessous de possibilités de produire moins cher que 4 à 7 euros, mais ça dépend effectivement de la taille des objets et de la matière première, du coup des électrons. Voilà, donc ce qui est fondamental en termes pour un producteur, pour la production par électrolyse, c'est bien l'efficacité énergétique et on va dire le couplage avec le taux de dégradation long terme. Donc c'est un équipement industriel qui tient longtemps le coup avec une efficacité la plus élevée pour un client qui permet effectivement de garantir ce coût d'hydrogène longtemps et bas. Voilà. Ensuite, il y a également d'autres solutions qui vont être plus des nouvelles solutions dont on n'a pas encore idée à ce jour en termes d'infrastructure ou d'intégration entre ce qu'on appelle, et d'ailleurs c'est parfaitement compris dans les appels à projets de territoire, qui est partager des infrastructures de production ou de distribution en commun entre des usagers publics, industriels et de territoire. Donc mettre en commun des hubs de production, de distribution, de stockage pour
faire aussi de la gestion énergétique, d'intermittence et d'export de cet hydrogène par différentes voies qui seront hydrogénoducs, camions et bateaux et autres. Donc il y a aussi une intelligence d'ingénierie, de solutions qui émerge. On voit émerger dans chaque territoire et l'Occitanie, effectivement, déploie bien ces projets, ces hubs en ce sens-là. Voilà un petit peu les grands axes qui permettront de réduire les coûts d'hydrogène distribués pour les clients mobilité industrielle finale et autres. Merci. Marlène Pham, c'est peut-être un peu tôt pour parler de comment vous allez vous y prendre pour réduire les coûts de l'hydrogène produit par vos électrolyseurs, mais peut-être avez-vous déjà un plan de route. Est-ce que vous savez quel pourrait être le tarif qui pourrait sortir des électrolyseurs que vous voulez produire? Est-ce que vous savez comment réduire le coût d'investissement dans vos électrolyseurs? Alors, en termes de target, on a des targets en fait qui sont fournis par des études type Hydrogène Europe avec lesquelles on est complètement aligné et donc on s'inscrit. Vous pouvez les rappeler? Oui, on est dans les 2 ou 3 euros du kilo d'hydrogène, mais effectivement, donc vous avez également des targets en termes de CAPEX et d'OPEX pour la technologie SO qui sont publiés, qui visent à une réduction, une division par 4 en fait du prix de l'électrolyseur. Donc nous, à quel horizon vous vous situez là? Alors 2030 en fait, c'est 2030, on a une réduction par 4 en fait dans la dernière étude de Hydrogène Europe pour la technologie solid oxide. En termes d'axe de réduction du coût, je vais totalement m'inscrire dans ce que vient de dire Pierre Lombard. Hein. Donc on a d'une part, en termes d'OPEX, la spécificité de la technologie solid oxide, c'est qu'elle est plus efficace. Donc, en output du coût de l'hydrogène, on consomme moins d'électricité. Maintenant, tout le travail que l'on va engager dans les 4 prochaines années, c'est la réduction du coût de l'électrolyseur par une standardisation et une automatisation des procédés de production. Et c'est une amélioration des performances et une réduction de la dégradation de façon à ce que le total cost of ownership sur la durée soit bénéfique pour l'utilisateur. Donc on est complètement dans une approche assez classique, non moins challenging, mais assez classique. Merci beaucoup. Yann Laperche-Rito pour Ballard Power Systems. Qu'est-ce que vous entreprenez pour baisser les coûts de vos équipements? Alors, la question aujourd'hui, c'est comment les véhicules hydrogène peuvent atteindre la parité avec le véhicule électrique ou le véhicule diesel. L'objectif de Ballard, comme annoncé publiquement dans le rapport Deloitte-Ballard, prévoit une réduction des coûts de 70% à 2024. Alors, le rapport McKinsey prévoit une parité avec le diesel, ou même annonce clairement que ça coûtera moins cher de rouler en véhicule hydrogène qu'en véhicule diesel d'ici 10 ans. Donc ça, c'est assez positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Ballard? Ça veut dire qu'on a un programme de réduction de coûts à 70% pour 2024 sur le développement de la technologie, le développement des stacks et des modules, et puis également l'investissement sur le processus industriel, sur l'automatisation, et puis sur la croissance aussi, la croissance de notre capacité de production qui va être multipliée par 6 d'ici 2024. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer les performances et les coûts sur les stacks, donc les plaques bipolaires, les membranes, et également sur les paramètres techniques au niveau de la température maximale et minimale, température maximale pour pouvoir utiliser la chaleur pour les véhicules, pour une autre application. Et puis la durabilité, ces choses-là sont prioritaires. Mais je voudrais avancer déjà qu'en 2020, nous avons eu une baisse de 35% de réduction de coûts sur nos modules piles à combustible, en passant de la génération 7 à la génération 8.
Hein, c'est la génération 8 des modules piles à combustible de Ballard. Et nous en sommes à la 14e génération de cœur de pile. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir annoncer cette baisse de coût de 70%. Si on prend clairement des informations concernant les véhicules, on était en 2012 sur des bus à 1,2 million d'euros avec des aides de l'Europe sur des bus de 12 mètres. C'était des projets High Velocity et High Transit. On avait le projet Three Motion après, on était sur un prix du bus de 12 mètres à 850 000 euros. Les projets de Jive 2, 625 000 euros. Et aujourd'hui, on annonce avec nos partenaires faisant partie du projet H2Bus Europe, sur un corridor bien dédié, des déploiements de bus à moins de 400 000 euros, donc très proche vraiment du bus électrique, et un prix d'hydrogène à 5 euros du kilo. D'accord, donc ça, c'est ça sont les cibles du projet européan H2Bus, hein, H2Bus. Voilà, tout à fait, c'est ça. En voix d'anglais. H2Bus Europe. H2Bus Europe, voilà. Donc c'est un corridor avec des fonds CEF pour l'infrastructure, et c'est un corridor Angleterre, Danemark, Lettonie et Hollande. Et comment est-ce qu'on fait pour atteindre des coûts d'hydrogène aussi bas déjà? Bah écoutez, vous avez dit 5 à 7, c'est ça, 5 à 7 euros le kilo? Ouais, 4 à 5, hein, on est plutôt en dessous des 5 euros du kilo. Ça suppose déjà des gros électrolyseurs Oui, mais on parle aussi de volume, hein, bien sûr. On ne parle pas de commande d'un bus. Hein. On est plutôt dans des flottes à 20, voire 50 bus, avec des engagements de chacun des fabricants, hein, soit du fabricant de bus, du fabricant du réservoir, du fabricant de la pile à combustible et aussi de l'électrolyseur, d'avoir une massification globale sur le projet. C'est-à-dire qu'on a déjà la prévision d'un déploiement de 400 bus. Minimum. Minimum, d'accord. Sur plusieurs régions, bien sûr. Hein, vous disiez tout à l'heure, vous aviez une échéance pour parité prix pour les bus électriques, enfin pour les bus à hydrogène d'ici 2024, c'est bien ça? Alors oui, pour 2024, on a une parité bus électrique, tout à fait. Donc c'est quand même des échéances très très rapprochées. Très rapides, bien sûr. Oui. Jean-Christophe Auguet, pour Safra, vous aviez déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez des compléments à apporter sur la façon de baisser les coûts, en particulier sur ce que vous entreprenez pour le faire? Et puis, l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que du coup, un bus diesel rétrofité pour devenir un bus à hydrogène serait une bonne affaire? Combien ça coûterait? C'est une bonne question. Non, déjà sur l'aspect autobus urbain là, voilà, on a les idées quand même un peu plus claires. Pour répondre à votre question initiale, les actions que l'on entreprend pour faire baisser les coûts, qui, comme je le rappelle, et c'était un préalable important, sera dépendant aussi du volume de production. C'est nous de travailler d'une part sur un autobus hydrogène. Il y a plusieurs centres de coûts, mais il y a d'une part la main-d'œuvre et l'industrialisation du process de fabrication. Voilà, nous, on est aujourd'hui sur des productions relativement faibles et donc forcément des coûts de production un peu plus élevés. Je suppose que nos confrères, donc on a effectivement un travail là-dessus et notre nouvel outil de production là, qui est designé, qui va rentrer en fabrication lui-même, voilà, va nous aider à ça. Là, effectivement, on a un travail là-dessus important à faire. Ça ne va pas faire du simple double en termes de différence, bien sûr, mais on a déjà voilà, un certain nombre de heures hommes de production à gagner et donc de CAPEX, c'est une certitude. Après, on va dire, 3 gros centres de coûts sur le bus en termes de CAPEX. C'est effectivement la pile à combustible, le réservoir hydrogène et ses volumes et ses composants associés. Et après, un petit peu l'hybridation complète du système et le système de gestion de l'énergie. Là, on travaille avec nos partenaires sur ces composants-là, notamment avec Saint-Loup sur la partie pile à combustible. Et je rejoins effectivement ce que dit Madame Laperche-Rico. Alors, j'ai pas vraiment de chiffres précis à annoncer. On avance un petit peu avec quelques certitudes et on travaille fort là-dessus. Mais il est clair que la massification sur les piles à combustible, en termes de coûts de stack, de coûts de composants, de coûts de balance of plant, ça va faire diminuer ces coûts-là
à la fois sur le CAPEX et après aussi sur les opérations de maintenance. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment axer ça sur le volume de production parce que pour revenir à un coût total de possession, la parité avec le diesel, on verra, il faut peut-être même d'ailleurs se comparer plutôt avec le GNV, qui est un peu plus similaire en termes de véhicules. Oui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte là la partie, le coût de la pollution quand même. Oui, après, c'est effectivement une autre chose. Ça, je suis d'accord, parce que là, on a surtout tendance à raisonner, les investisseurs à raisonner en termes de parité avec le diesel, à isoprix du diesel en 2030. Il faudrait peut-être voir à tout coco, à tout, non, à coup oui, d'auto. Voilà. À coup d'auto, exactement. Ça, moi, je connais pas chez vous. Je connais pas le prix du diesel en 2030. Peut-être il y a forcément des études stratégiques là-dessus, mais il y a peut-être cette chose-là. Et après aussi, il y a les obligations réglementaires, de toute façon. Donc, le diesel va disparaître, c'est une certitude. À quelle échéance totalement dans les transports publics? Ce sera peut-être 2030, 2040, suivant les pays. Mais l'Union européenne a des fortes directives là-dessus. Et l'idée, c'est que pour le transport public reste de qualité égale, même si le véhicule est un peu plus cher, il faudra rester dans des coûts admissibles par les exploitants et les autorités organisatrices. Ça c'est certain. D'ailleurs, juste une incise, est-ce que quand la subvention de l'ADEME ou de la région est tombée, est-ce qu'il reste un surcoût sur vos bus ou... Alors aujourd'hui, avec des quantités quasi unitaires, ou sur 5 bus, on va être, si j'ai bien compris les appels à projets tels qu'on les a analysés, avec la plus grosse subvention en termes de CAPEX, on sera sur un prix d'autobus à 385 000 €, si je ne dis pas de bêtises, hors option. Donc on est en deçà d'un autobus électrique, effectivement avec des subventions, et on se rapproche quand même des bus thermiques aussi. Pour mémoire, ça coûte combien un bus thermique ? Alors, nous, on n'en fait pas, donc peut-être que... Je vais répondre. Monsieur Clément Chandon, moi j'ai 250 000 € en tête, mais... C'est ça, j'allais dire 240 000 € pour un diesel et probablement 280 000 pour un GNC. D'accord. Juste... Vous aviez fini votre exposé, sinon je voulais donner la parole à Monsieur Chandon. Je voulais juste rebondir là sur ce qu'a dit Madame Laperche-Rito, et je trouve ça plutôt bien. C'est qu'effectivement, la parité diesel en 2030, diesel hydrogène sur des bus, peut-être, on l'espère tous, parce que la filière, elle s'en sortira aussi avec ça, elle grandira avec ça, sinon ça va être compliqué. Et l'idée de la parité avec un bus électrique, on en est déjà très proche en termes de CAPEX, en tout cas sur des standards européens. Voilà, on en est vraiment très proche. Un bus électrique avec beaucoup de batteries, on est dans les 550 000 €, donc on en est très proche. En 2024, oui, peut-être, c'est bien possible, je l'espère. C'est un objectif très réaliste et très correct. Je pense que dans un premier temps, il faut arriver à se comparer en termes de TCO avec le bus électrique. Et alors, le bus diesel rétrofité, combien il va coûter ? Alors, ça m'embête un peu de donner des chiffres parce qu'on est encore les études d'exécution et de réalisation du premier de série sont en cours et ne sont pas terminées, donc c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera bien loin, par exemple, du prix, on parle d'autocar, on sera bien loin du prix d'un autobus hydrogène neuf, par exemple. Si je me comparais, on est bien en deçà. Voilà. Je préfère attendre courant 2021 pour annoncer des coûts un peu plus consolidés. Mais vous viendrez à Montpellier pour nous le dire. Oui, parce que là aussi, il faut que, même si les premiers de série, la dizaine ou la vingtaine d'autocars qu'on va faire auront un certain coût probablement plus élevé il faut qu'on ait derrière une stratégie avec un prix de série abordable. Merci. Monsieur Chandon, du coup, je reviens vers vous. Quelle est la trajectoire que vous envisagez pour les coûts des camions à hydrogène que vous comptez produire? Alors, je vais juste parler de la phase qui est en cours. Donc, aujourd'hui, on conçoit les véhicules. Aujourd'hui, on a des composants qui sont extrêmement chers. Il est important de savoir que le composant qu'on va mettre dans un camion et aussi dans un bus, d'ailleurs, ne sera pas le même que celui qu'on a mis dans une voiture. Parce que le camion, il faudra avoir une durée de vie minimum de 20 000 heures. 25 000 heures, ça serait mieux. Sur un bus, il faudra plutôt 45 000 heures, voire 50 000 heures. Alors qu'une automobile, ça vise 5 000 heures. Donc, un bus, il fait une vie d'automobile chaque année et il est acheté pour 14 ans en France.
Donc on voit qu'il faut des composants qui ont des durées de vie extrêmement longues si on ne veut pas trop augmenter le coût total de la solution. Aujourd'hui, on est sur des coûts très élevés. On a une pile qui est un prototype à l'heure actuelle, qui fait 300 kW et qui doit coûter en gros 450 000 €. 450 000 €, c'est plus de 4 fois et demi le prix d'un camion diesel. Seulement la pile. Donc on voit qu'on est aujourd'hui très élevé, mais on est dans une phase prototype. Notre objectif, c'est que le camion, fin 2023, on puisse le proposer en dessous de 400 000 €. Ça reste quand même un chiffre très important. C'est 4 fois encore le prix d'un camion diesel. Mais on voit déjà qu'aujourd'hui, un prototype 2022, ça sera autour d'1,1 million. Donc il faut déjà que de 2022 à 2023, du prototype à la série, on ait divisé quasiment par 3 le prix du camion. Et ensuite, il faudra continuer à travailler. C'est-à-dire qu'il faudra travailler chaque année pour que le camion soit moins cher, pour que la maintenance soit moins chère, pour que les composants aient des durées de vie les plus longues possibles pour faire baisser le prix des contrats et qu'avec les volumes, on puisse continuer à baisser. Et tout ça, il faudra aussi que l'hydrogène baisse. Parce que si on regarde le prix de l'énergie, on est également à aujourd'hui, alors j'espère qu'on aura demain de l'hydrogène à 5 € peut-être pour le client final, mais aujourd'hui, on est plutôt en coût d'énergie avec du gasoil qui est bon marché aujourd'hui, bien qu'étant taxé, à presque 3 fois le prix, environ 2,7 fois au kilomètre. Donc ça reste là, très élevé. Les coûts totaux, j'ai du mal avec cette suite de mots. Quand on regarde le coût total aujourd'hui, c'est 3 fois celui d'un véhicule diesel. Donc c'est très important. C'est plus de 3 fois d'un véhicule gaz, parce que le véhicule gaz lui coûte plus cher, mais l'énergie gaz est très bon marché. On est même en dessous du 15 € du mégawatt annoncé plus tôt. On est même descendu jusqu'à 5-6 € cet été. Donc le gaz en ce moment est très bon marché. Ce qui fait que le véhicule au gaz, il est à la fois plus propre que le diesel, mais aussi peut être moins cher en utilisation. Donc voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a le coût de l'hydrogène à la sortie de l'hydrolyseur, mais après, il faut le comprimer à 700 bars, et c'est aussi des technologies assez chères. Il faut également le refroidir à moins 40 degrés pour assurer des pleins de bonne qualité. Donc il faut tout ça, et il faut qu'à la fin de tous ces processus, y compris le transport, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 9 €. Peut-être qu'en 2025, on sera à 7,50 €. S'il y a des industriels qui arrivent à nous faire baisser le prix en dessous, tout ça, bien sûr, ça aidera fortement au décollage de la filière. Et bien sûr, il faut faire ça en bas carbone à minima, voire en totalement décarboné, parce que je pense que ça n'aurait aucun sens, vu les coûts technologiques, d'utiliser une énergie au départ qui soit carbonée. Alors, on a des solutions finalement, si on veut, qui sont beaucoup plus intéressantes si on doit faire de l'énergie carbonée. Donc là, il faut vraiment qu'on parte sur, au minima, du bas carbone mix énergétique français, mais idéalement du zéro CO2, aussi pour avoir un niveau de performance CO2 équivalent avec une solution électrique. Merci beaucoup. Je vais cesser de vous torturer avec mes questions pour laisser le public le faire à ma place. Nous allons entamer le temps d'échange via notre modératrice Aurélie Bochard, qui ne va pas tarder à apparaître à l'écran. Et pendant qu'elle apparaît, j'aimerais aussi lancer une question de sondage que vous pourrez voir si vous sortez du mode plein écran sous le player. La question va s'afficher. Selon vous, est-il pertinent de soutenir le développement de l'hydrogène vert pour la transition énergétique et écologique des territoires? Réponse oui ou non. Le résultat vous sera livré tout à l'heure à la fin du temps d'échange. Aurélie, rebonjour. Bonjour. Donc Aurélie Bochard, qui est chargée de mission pour l'agence ADOC, a la charge de relayer les questions du public. Est-ce que nous avons des questions pour nos intervenants? Absolument, nous en avons beaucoup et j'ai essayé de les regrouper avec Benjamin. Les premières questions donc, pour Marlène Pham et Pierre Lombard concernent les technologies d'électrolyseurs. Donc, les questions sont quelle eau ou eau salée ou saumure est utilisée dans l'électrolyse pour la production d'hydrogène et comment est valorisé l'oxygène qui est un sous-produit de l'électrolyse et quelle est la qualité de l'hydrogène produit par électrolyse par rapport à
un hydrogène produit à partir d'énergie fossile. Alors, Pierre Lombard, pour commencer, peut-être? Écoutez, oui, c'est des questions tout de suite d'enjeux très techniques. La qualité de l'eau. Tout électrolyseur a besoin d'une eau déminéralisée dans le process. Donc après, quelle est la qualité de l'eau que vous avez? C'est de l'eau de mer. Il va falloir un processus de désalinisation, de démine, et le faire entrer à cette qualité-là. Donc voilà, ça s'adapte à tout projet en fonction de ce que vous avez. Pour ce qui est de l'oxygène, eh bien, à l'heure actuelle, les tailles des systèmes font que... Alors, l'oxygène sort à 98,5% de pureté et est relargué en altitude, est relargué à l'atmosphère. Donc, il n'y a pas d'usage direct, mais c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé dans tout type de processus de partage et autres. Juste pour une petite indication, ne serait-ce pour l'aéroport de Toulouse, il y a 1 mégawattheure d'électrolyse. Ça relargue pratiquement 1600 kg d'oxygène par jour. C'est l'équivalent d'une forêt de 100 hectares. C'est 2 fois toutes les pistes de l'aéroport de Toulouse. Donc, c'est quand même des systèmes qui produisent énormément d'oxygène. Donc, après, les usages, les coproduits, il peut y avoir l'aquaculture, il peut y avoir plusieurs usages, éthanol, vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme de l'eau oxygénée, donc c'est plutôt de la chimie ou des co-combustions. Donc voilà. Pour la pureté des électrolyseurs par rapport au gaz, je dirais que bon voilà, il reste très peu d'impuretés dans des systèmes d'électrolyse. Il ne reste que des traces d'eau et des traces d'oxygène. Voilà, vous n'avez pas des impuretés d'autres origines fossiles qui s'intègrent dans des mélanges gaz, donc c'est beaucoup plus simple à traiter, à purifier et à atteindre des purifications extrêmes pour certains procédés de recherche ou industriels. Il y avait un troisième étage à la question, Aurélie? Non, les 3 étages ont été répondus. Est-ce que Madame Pham voulait répondre, compléter la réponse de Monsieur Lombard? Non, ça va être fondamentalement la même chose, c'est d'électrolyse, donc j'aurais pas grand-chose à ajouter. Merci. Aurélie, une autre question? Voilà, peut-être du coup également à tous les deux, est-ce que vous envisagez des filiales ou pour des électrolyseurs de petite puissance, 100 kW, pour la mobilité rurale? On commence par Marlène Pham pour inverser la logique. Alors, donc nous, dans notre temps, là, on est en phase pilote. Donc, dans un premier temps, on va avoir des petites capacités. On a encore pas mal de travail en fait à faire, d'approfondissement. Je dirais que si on s'inscrit dans une logique de massification et d'échelle, ce qui paraît le plus intéressant quand même, c'est de faire des gros systèmes. Donc ça n'est pas pour dire que la mobilité rurale, ça n'est pas intéressant, mais si on se met dans cette trajectoire, dans cet objectif de baisse des coûts et d'installation de la filière, notre première priorité, ce qui nous paraît le plus intéressant dans la création de la filière, c'est d'aller vers des systèmes de grosse capacité. Merci. Pierre Lombard, vous voulez… Alors, McPhy, nous avons au catalogue plusieurs gammes d'électrolyseurs. Donc, dans la gamme de 100 kW, qui fait à peu près une quarantaine de kilos de production nominale d'hydrogène jour, on a effectivement au catalogue un équipement qui correspond à ça. Et après, on a des gammes industrielles au-delà d'1 mégawatt et des plateformes multi-mégawatts pour des très grosses industries. Donc, pour cette petite électrolyseur, vous avez la station de Chambéry qui est équipée. Donc, on a équipé 2 stations en Rhône-Alpes avec ces électrolyseurs, plus celle de Sarreguemines. Donc, ça fait 3 stations qui ont cette taille d'électrolyseur à l'heure actuelle. La station de Lyon, qui en a même 2. Voilà. Il y a 2 électrolyseurs de cette taille-là. Et on a une autre gamme plus petite, alors qui est plutôt des petits électrolyseurs pour la petite industrie, la joaillerie, la métallurgie, qui est d'une gamme inférieure en puissance. On a quelques normomètres cubes, quelques dizaines de normomètres cubes, différentes tailles de pression. Mais là, on est sur une technologie qui n'est pas adaptée pour faire de la mobilité en soi. Une autre question, Aurélie? Oui, Marlène Pham, est-ce que vous pourriez nous préciser l'évaluation des coûts industriels du projet Genvia dans sa phase pilote et puis dans sa phase de déploiement à grande échelle? Alors, je préférerais pas avancer trop de chiffres là, pour l'instant. Honnêtement,
étant entendu que donc de toute façon le projet est en cours de constitution, tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des investissements qui sont très importants, qui évidemment qui sont avec une phase progressive. Ce sont des investissements importants à la fois en argent et également en investissement humain. En fait, on mobilise en tout cas de chaque côté, de chaque côté, et CEA et Schlumberger, nos meilleurs éléments. Donc, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez enthousiasmant à voir. Moi, du côté Schlumberger, de voir un vrai engouement de nos personnels, et c'est ce qu'on fait. On prend les meilleurs et on les met. On a l'intention de les mettre dans cette joint venture pour pouvoir accélérer le déploiement. Donc l'investissement financier et intellectuel est extrêmement important. Donc, ceux qui ne seront pas dans Genvia sauront à quoi s'en tenir. On a d'autres. Je plaisante. Alors, je voudrais juste faire une précision, c'est que Genvia, c'est en France, hein, donc on a d'autres activités par ailleurs dans d'autres pays dans lesquels on a exactement la même approche. Mais voilà. Genvia en France est assez bien loti du point de vue Schlumberger. Aurélie Bochard, une autre question pour faire oublier ma remarque idiote. Une question pour Yann Laperche-Rito. Est-ce que vous faites également, est-ce que vous produisez également des piles à combustible pour injecter l'énergie directement dans le réseau? Alors oui, nous développons, et d'ailleurs en partenariat avec une société française qui s'appelle Hydrogène de France, nous développons une pile stationnaire de plusieurs mégawatts pour l'injection de l'électricité dans le réseau électrique. Une autre question. Merci pour la réponse rapide. Du coup, on peut enchaîner les questions. Oui. Alors, on va passer à la mobilité. Donc, des questions pour Clément Chandon sur la partie, sur les véhicules tracteurs 44 tonnes. Il y a plusieurs questions que j'ai essayé de regrouper. Donc, seront-ils au même poids, donc des questions techniques, seront-ils au même poids que les tracteurs diesel actuels? Quel sera le surcoût pour le transport de marchandises? Donc, ça fait plutôt référence aux OPEX. Le stockage liquide, H2 liquide, est-il envisagé sur un camion? Et est-ce que les infrastructures sont adaptées pour les véhicules de 18 mètres de long? Très bien. Alors, sur le poids, le véhicule va être beaucoup plus lourd que les véhicules actuels. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on vend en France quasi exclusivement des tracteurs avec 2 essieux, donc ils ont 4 roues et 2 roues motrices. Pour les véhicules hydrogène, on sera sur une architecture 6-2, donc on aura 6 roues et toujours 2 roues motrices. Les ensembles tracteurs plus semi-remorques, au lieu de peser aujourd'hui 44 tonnes, il n'y a pas si longtemps, ils étaient même à 40 tonnes, ils le sont encore dans beaucoup de pays d'Europe. Les hydrogènes, eux, pourront normalement monter à 47 tonnes. Parce qu'en fait, avec la semi-remorque, au lieu d'avoir 5 essieux, on en aura 6. Donc déjà, la France nous permet 45 tonnes dans cette configuration. Et un décret est attendu pour début d'année prochaine qui autorisera les véhicules dits zéro émission, c'est-à-dire électriques, hydrogène, 2 tonnes de bonus de charge en circulation supplémentaire. Donc le 45 tonnes deviendra 47 tonnes. Ce qui fait que, bien que le véhicule soit beaucoup plus lourd au départ, environ 4 tonnes et demie de plus, à l'arrivée, on aura une charge utile assez équivalente, on perdra une seule tonne de charge utile, c'est-à-dire qu'un camion hydrogène pourra transporter jusqu'à 27 tonnes de marchandises, quand un camion diesel ou gaz peut transporter jusqu'à 28 tonnes de marchandises. Donc on ne sera pas très loin. En termes de surcoût, au départ, il sera très important, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on aura besoin d'aide. Alors, on sera beaucoup moins cher que les bus, mais on sera entre 350 000 et 400 000 euros vraisemblablement pour les premières commandes, fin 2023. On ne va pas vers l'hydrogène liquide pour 2 raisons. D'abord, quand on liquéfie l'hydrogène, on dépense beaucoup d'énergie, donc ce n'est pas très bon sur le bilan énergétique.
Et ensuite, on risque d'avoir une partie de cet hydrogène qui va être relâché à l'atmosphère lors des pleins et peut-être en circulation également. Et comme on a dit jusqu'à présent que c'est quand même une énergie assez chère, ça serait dommage de devoir en perdre. Et aussi, on connaît bien les réservoirs cryogéniques puisqu'on les a sur les véhicules GNL. Ça complexifie aussi un petit peu l'utilisation pour le conducteur. Au niveau des infrastructures, il faut les créer. Donc, c'est simple, il n'y en a pas. Et bien sûr que ces infrastructures seront créées pour les camions en premier lieu. Elles serviront également les autocars, les autobus, les utilitaires et les voitures. Et du coup, elles seront dimensionnées pour des véhicules qui peuvent faire jusqu'à 18,50 m de long. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec le gaz. On n'avait pas d'infrastructure. On les a créées à partir du moment où on avait des acheteurs pour les véhicules. Merci, Monsieur Chandon. Est-ce qu'on a beaucoup de questions? Sinon, je propose d'en prendre encore 2. On a quelques-unes. Il y en a eu plusieurs là sur la complémentarité entre les véhicules hydrogène, les véhicules au GNV ou bio-GNV, et puis l'électrique. Donc peut-être sur le volet poids lourd, bus ou camion, est-ce que vous avez une… Quelle serait la formulation de la question exactement? Je n'ai pas bien compris. Quelle complémentarité ou concurrence peut-on avoir entre les véhicules GNV qui roulent au bio-GNV à l'hydrogène, surtout sur les poids lourds et bus? Qui veut répondre à cette question? Quelle Alors, complémentarité je veux bien démarrer. Alors, concurrence, bien sûr que non. La seule énergie de transition pour Iveco, c'est le diesel. Je crois que ça a été dit auparavant dans cette conférence. Aujourd'hui, le non-diesel en France, qui est un des pays les plus avancés en Europe, si ce n'est le plus avancé, c'est même pas encore 3% des immatriculations. Alors, ce n'est pas du tout vrai en bus, où c'est déjà la majorité, mais en camion, c'est 3%. Donc, on a 97% de la transition énergétique à faire devant nous, et on la fera en associant le GNV qui va se transformer très rapidement en 100% bio-GNV, le GNL qui va se transformer en bio-GNL, l'électrique et l'hydrogène. Donc, tout ça, c'est des couches qui vont se sommer, et aucun ne remplacera l'autre, et nous, on pense qu'on fera des véhicules gaz encore pour très longtemps, mais on veut être présent sur tous les segments. Ceux qui veulent du zéro émission, même si j'aime pas beaucoup le terme parce que rien n'est zéro émission, on aura l'offre. On aura en électrique, et quand l'électrique ne suffira pas, on aura l'hydrogène pour aller plus loin et faire plusieurs postes de conduite par jour. Oui, les véhicules émettent quand même des émissions au niveau des plaquettes de frein et des pneus, c'est ça que vous vouliez dire? Oui, donc le terme, c'est le terme consacré aujourd'hui, mais moi j'essaie d'éviter de l'employer pour ne pas prêter le flanc à la critique. Aucun véhicule n'est réellement zéro émission. Merci de ce rappel. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de M. Chandon? Oui, peut-être juste sur l'aspect transport public. Monsieur Huguet? Oui, vous m'entendez? Oui, mais vous êtes en petit, du coup, j'étais pas sûr. D'accord. Oui, plutôt sur l'aspect transport public, effectivement. Alors nous, on n'a pas de bus GNV qui est un autre débat. Mais entre l'électrique et l'hydrogène, je pense qu'il y aura une complémentarité, effectivement, puisque l'électrique a ses avantages en termes aujourd'hui de coût de recharge du véhicule. Un plein de batterie au prix du kilowattheure actuel, c'est plutôt avantageux par rapport même à toutes les sources d'énergie finalement. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a des limitations en termes de temps de recharge, donc de temps pour faire le plein, qui est soit fait au dépôt sur la nuit, soit qui peut être fait plus rapidement, mais avec des infrastructures en début ou en fin de ligne, des infrastructures un peu coûteuses, effectivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après, il y a aussi un problème d'autonomie. L'électrique, aujourd'hui, il y a une certaine inflation sur la taille des batteries. On arrive de plus en plus à des packs de 400 kWh, mais qui deviennent aussi de plus en plus coûteux. Mais on reste toujours limité à 200 ou 250 km maximum. L'hydrogène, lui, vient il a une facilité d'exploitation comparable au bus thermique, parce qu'on peut se recharger assez rapidement. Sur les bus que l'on a en exploitation ici et là, on fait le plein en 15 minutes. Et voilà, et on a des autonomies bien supérieures aux bus électriques, puisqu'on peut aller à 350, 400 km, voire plus sur des profils simples. Donc, je pense qu'il peut y avoir quand même une complémentarité entre ces deux énergies. Merci, oui. Monsieur. Pierre Lombard, je voudrais juste rajouter les temps de charge pour la complémentarité.
Juste ayez en tête que c'est la vitesse de transfert qui fait l'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électricité. À l'heure actuelle, on est à peu près l'équivalent entre les 8 et 9 1000 kW de puissance de charge par rapport à une charge électrique classique. Demain, avec les nouvelles normes, M. Chandon, on a évoqué le sujet, on le suit aussi de très près pour nos infrastructures, on atteindra les 20 000 kW de puissance de charge. Vous voyez, donc on n'est pas du tout à la même dimension par rapport à de la charge électrique. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à l'hydrogène. Merci. Aurélie, est-ce qu'il y a une question qui appelle une réponse courte ou... Pas du tout, mais une question à tous les intervenants qui ouvrira le débat. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a une volonté de créer un Airbus de l'électrolyseur? Si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus. Les producteurs d'électrolyseurs, M. Lombard. Oui, bon, écoutez, oui, complètement. Je pense qu'effectivement, on est ravis de voir effectivement cet engagement politique vers l'électrolyse et l'énergie verte, enfin l'hydrogène vert par électrolyse. Madame Pham. Absolument. Je vais faire très très court. Absolument. On est ravis de cette volonté politique forte qui s'est exprimée et on attend l'exécution avec impatience. Merci. Je remercie Aurélie Bochard et Benjamin Fèvre qui ont modéré les questions. Ils sont tous les deux de l'agence ADOC et ils étaient derrière leurs écrans pour prendre vos questions. Je voudrais aussi, avant qu'on se quitte, voir la réponse à la question du sondage de tout à l'heure, qui était, selon vous, est-il pertinent de soutenir le développement de l'hydrogène vert pour la transition énergétique et écologique des territoires? Et la réponse est sans équivoque à 92% favorable. Oui. Il me reste à vous remercier chaleureusement, vous, les intervenants, d'avoir participé à nos échanges, d'avoir apporté votre expertise et puis les perspectives que vous avez dressées pour cette filière qui sont, ma foi, plus réjouissantes que je ne m'y attendais. Donc, j'espère qu'on pourra se revoir l'année prochaine sur Energaia pour faire le point et puis pour voir si l'embryon est devenu un nouveau-né et si l'industrie commence vraiment à se structurer. Voilà. Donc, merci à tous encore une fois et puis peut-être l'année prochaine. Et quant à vous qui nous regardez, sachez que vous pouvez d'ores et déjà revoir les replays de la matinée sur l'éolien offshore flottant. Ils sont déjà en ligne avec votre mot de passe. Vous pouvez déjà voir les vidéos. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir été fidèle au poste, d'avoir assisté à ce premier Energaia live, et peut-être bien le dernier si on arrive à se réunir l'année prochaine à Montpellier. Nous nous retrouvons les 8 et 9 décembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier, en présentiel, en chair et en os et en bonne forme, je l'espère. Au revoir, belle fête de fin d'année et puis voilà, restez en bonne santé comme on dit maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.